Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, soyez pas gênés, écrivez-moi quelque chose en clavardage. Bonjour tout le monde, bienvenue. On va juste laisser le temps aux gens de faire leur entrée. Donc, si vous voulez bien avoir la gentillesse de m'écrire dans le clavardage d'où vous venez, j'aimerais ça savoir d'où vient mon audience aujourd'hui. Donc, je vous invite. Bonjour Marco, bonjour Camille, Jamal, bonjour. Juste un petit problème pour télécharger ma magnifique présentation. Au pire du pire, je vais aller en partage d'écran. Brossard, bon matin. OK, je vais arriver. OK, on est dans le même fuseau horaire là, pour l'instant. Donc, Jamal, on est dans bon midi tout le monde. Bonjour Joël, bienvenue. Bonjour Marco. Sherbrooke is in the house. On va donner un petit moment aux gens. Geneviève, bienvenue. Bonjour Josiane. Bon, ben ça a l'air que la présentation a décidé qu'elle prenait son temps à se télécharger aujourd'hui. On va se donner un petit 2 minutes. Camille à Vaudreuil, Josiane de Laval. Bonjour André. La beauté de la technique, c'est que des fois, ça nous lâche. Alors, en attendant, j'aimerais ça faire un petit sondage parmi vous. Donc, comment avez-vous entendu parler du webinaire? Donc, mon infolette, LinkedIn, Facebook, Twitter ou Instagram. On va le publier. Je vous donne un petit 2 minutes pour me répondre à ça. OK. Donc, la première des choses que je veux clarifier avec vous aujourd'hui, donc 40% au niveau des résultats, on a 40% l'infolette, 40% LinkedIn, 20% Facebook. Personne n'a vu ça sur Twitter ou Instagram. Donc, au niveau du cadeau gratuit, ce que je vais vous offrir aujourd'hui, en fait, dès que le webinaire se termine, il y a un courriel le courriel est fait. Il me reste juste à l'envoyer aux gens qui sont présents en ligne. Donc, en fait, ce que vous allez recevoir, c'est d'abord, vous allez avoir donc 57% l'infolette, 29% LinkedIn, ça va bien. 14% Facebook. Donc, vous allez recevoir de un, la présentation PowerPoint que j'ai pour vous aujourd'hui, une autre présentation PowerPoint qui a encore plus de détails dessus. Ensuite, vous allez recevoir un vidéo et tout ce que vous avez besoin aussi pour monter votre proposition de valeur. Donc, ça, c'est des informations qui complètent super bien tout ce qui a trait au modèle d'affaires, parce que la proposition de valeur, en fait, c'est ce que vous vendez à vos clients. Donc, je vais tout vous envoyer ça par courriel et donc à ce moment-là, vous allez être en mesure de vous amuser avec ça assez rapidement. Il semble que ma présentation ne veut pas se télécharger. C'est toujours agréable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'adapte. Alors,
Je vais simplement aller chercher ma présentation. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, comme ça ne fonctionne pas, je vais fermer la caméra et je vais vous allumer le partage d'écran. Donc, pendant que je suis en partage d'écran, c'est difficile pour moi de voir le clavardage. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter d'y revenir pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, bienvenue sur le webinaire sur le modèle d'affaires. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une façon très, très simple et efficace de synthétiser votre entreprise. Donc, de tout mettre ça sur une page. Pour améliorer votre expérience, je vais vous encourager à porter des écouteurs, à fermer toutes les distractions. Donc, tout ce qui est Skype, courriel, téléphone, porte de bureau, si vous avez la possibilité de la fermer, pour qu'on puisse vraiment passer un 60-75 minutes ensemble et vraiment vous donner le meilleur contenu possible et m'assurer aussi que c'est facile de vous donner du contenu, mais si c'est pas compris, si vous partez d'ici et que vous savez pas comment l'appliquer, moi, j'aurais pas fait une si bonne job que ça. Après ça, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour prendre des notes. Donc, qui suis-je? Mon nom est Mylène Beaudoin. En 2013, si ma mémoire est bonne, c'était le 23 novembre, mon boss a invité toutes les filles à dîner sauf moi. Et il y a un autre gestionnaire qui est entré dans mon bureau à midi et qui m'a dit que finalement, il n'y avait plus besoin de moi de façon très, très, très cavalière. Et c'est là que j'ai décidé qu'il n'y avait pas personne qui me dirait combien je vaux, qu'il n'y aurait plus personne qui me traiterait de la sorte. Et c'est là que j'ai décidé de démarrer Mylène Recrute. J'avais pas une scène. J'ai démarré avec un petit peu de love money, comme on dit, de ma mère. J'ai reçu aucune aide au démarrage. J'ai rappelé tout ce que j'avais dans le fond, c'est une liste des clients, c'est une liste de clients puis ma tête de cochon. C'est tout ce que j'avais quand j'ai démarré. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. Je me suis mis sur le téléphone puis je suis allée les chercher un par un. Donc, par contre, j'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que je voulais comme entreprise. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça, le gros bénéfice, c'est que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez créer comme entreprise. Parce qu'on ne crée pas une entreprise pour reproduire le modèle d'un patron, on crée une entreprise pour faire les choses à notre façon. Et c'est important aussi d'être capable d'analyser si notre façon, ben ça va être rentable. Donc, si on parle de mon succès en recrutement proprement dit, dans les 7 dernières années, j'ai complété au-dessus de 150 mandats. J'ai rédigé, c'est même plus 190, c'est rendu 215 articles de blog. Mon blog a été parmi les 10 meilleurs sur l'emploi au Québec. J'ai au-dessus de 50 000 personnes qui me suivent présentement sur les médias sociaux et je suis partenaire de la commission scolaire Marguerite Bourgeois depuis les 2 dernières années. Quand je ne suis pas en train de travailler, vous voyez les deux petites faces-là, c'est pas mes enfants, c'est mon neveu et ma nièce. Je suis la meilleure ma tante de l'univers, c'est mon titre officiel. J'adore la lecture, j'adore les sports de combat. Je suis un petit peu geek de médias sociaux, je suis tout le temps rendue là-dessus, je suis tout le temps en train d'essayer d'en apprendre plus. Et les deux petits mousses que vous voyez là, ben, ce sont des entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça. Allez rechercher ça sur Google, la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, c'est comme un petit peu la journée internationale des kiosques à limonade au Québec. Et chaque année, on fait une espèce de bake sale, donc une vente de pâtisserie. Donc, moi puis ma mère, on se met derrière nos fourneaux. Et donc, les enfants ont généré quasiment 500$ de revenus l'année passée. Donc, ce sont mes deux petits entrepreneurs préférés que j'adore. Maintenant, vous êtes au bon endroit parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous êtes au bon endroit si vous êtes tanné toute la BS d'entrepreneuriat de lâche qui prône la facilité et la pensée magique. Si vous êtes prêt à faire le travail, ça va être difficile, mais je vous promets que ça va être amusant, bien, vous êtes au bon endroit.
Si vous souhaitez avoir du succès à votre façon, à votre mesure, puis que vous avez besoin d'un plan d'action qui est adapté à vos besoins et à votre ambition, vous êtes au bon endroit également. Vous pouvez quitter si ce que vous voulez, c'est une solution magique pour faire de l'argent. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail, si vous êtes une éternelle victime et que vous n'êtes pas prête à prendre la responsabilité de vos résultats. Parce que la beauté quand on est entrepreneur, c'est quand on a du succès, c'est de notre faute, puis quand on se plante, c'est de notre faute aussi. Donc, si vous n'êtes pas prêt à essayer quelque chose de nouveau puis à sortir de votre zone de confort, bien, vous n'êtes pas nécessairement au bon endroit. Et aussi, si vous pensez que vous avez toutes les réponses puis que vous n'apprendrez rien aujourd'hui, ben perdez pas votre temps, allez profiter de votre heure de lunch. J'ai aucun problème avec ça. Donc, le modèle d'affaires, pourquoi c'est important? Donc, ça vous aide à définir vos hypothèses. Je vais vous le lire et je vais vous l'expliquer. Donc, définir vos hypothèses de réussite, à modifier rapidement vos premiers modèles et ensuite, ça structure votre réflexion avant de vous lancer. Ça vous permet de planifier votre plan d'action, vérifier vos hypothèses et ainsi vous éviter certaines erreurs coûteuses. Parce que dans le fond, votre modèle d'affaires, c'est quelque chose que vous voulez aller regarder soit avec un coach ou avec votre comptable ou avec votre banquier pour voir où sont les trous. Pour qu'on puisse, c'est le meilleur outil qu'on peut rentrer sur juste une page pour pouvoir être challengé en bon québécois, pour pouvoir vous remettre en question. Puis vous allez voir, on va regarder ensemble 2 modèles d'affaires qui ont été faits par des étudiants. Donc, en fait, d'études de cas, on va regarder 2 ensemble. Et vous allez voir, ça peut être vraiment, c'est vraiment intéressant d'aller voir où sont les trous dans la réflexion des entrepreneurs. Ça va vraiment vous aider à voir où les gens ont des difficultés. Donc, ça va vous donner une vision globale sur tous les aspects de votre projet d'entreprise. Puis, contrairement au plan d'affaires qui est sur plusieurs pages, bien, le modèle vous permet de voir le tout sur juste une page, comme je vous expliquais. Dans le courriel, avec tous les cadeaux que je vais vous envoyer, vous allez avoir ça. Donc, c'est en bon anglais, c'est le Business Model Canvas. Je ne prendrai pas la propriété intellectuelle de ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Ça a été créé par l'équipe de Strategizer. Vous pouvez aller voir strategizer.com. Il y a tout plein de ressources. Il y a des cours en ligne là-dessus. Je vous encourage à aller voir le travail qu'ils font. C'est vraiment, vraiment génial. Et je ne suis pas certaine s'il a tout été traduit en français, mais il y a un livre sur le modèle d'affaires, donc la génération d'un modèle d'affaires, ça a été traduit en français. Il y a aussi la proposition de valeur qui a été traduite, qui est en train, je pense il y a 2 ans, il est en train de la traduire. Donc, jamais je croirais que ce n'est pas encore sorti et que ce n'est pas encore disponible. Donc, ça, c'est un petit document que vous allez recevoir sur lequel je vous encourage à travailler. Moi, ce que j'aime faire avec ce document-là, c'est que je l'imprime sur une grosse 11 par 17. Puis au lieu d'écrire puis d'effacer, je me prends des tout petits post-it, puis j'écris mes idées dessus, j'enlève ce qui ne marche pas, je laisse là ce qui marche. Ça met de la couleur, c'est super le fun, c'est plus ludique aussi. Donc, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, on va aller commencer. Donc, les partenaires clés. Les partenaires clés, en fait, c'est qui va nous aider à concrétiser notre proposition d'affaires. Donc, ça, c'est super important. Donc, les partenaires, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? C'est qu'ils sont indispensables pour nous pour qu'on puisse livrer notre proposition de valeur. Donc, il y a 4 types, en fait, de partenaires clés avec lesquels on peut vouloir travailler. Donc, d'abord, il y a des alliances qui sont stratégiques avec des non-compétiteurs. Donc, qui sont justement vos partenaires, vos fournisseurs indispensables? C'est qui les entreprises ou les personnes sans qui vous n'êtes pas capable de livrer ce que vous avez à livrer à vos clients? OK? Donc, quelles ressources avez-vous besoin pour
pour remplir en fait votre proposition de valeur, pour livrer votre produit ou votre service, et quelles sont les activités que vos partenaires doivent faire. OK? Donc, il peut y avoir 4 types de partenariats si vous voulez les noter. Donc, on parle d'alliances stratégiques avec des non-compétiteurs. On parle de coopétition. Par exemple, quand je faisais du recrutement, j'avais des anciens collègues, en fait, on pouvait souvent s'entraider pour voir, OK, c'est sans se donner les noms de clients pour pas qu'il y ait de compétition déloyale. J'ai tel type de poste, es-tu au courant? Qu'est-ce que ça fait? As-tu parlé à tel candidat? J'ai entendu dire qu'il était disponible. Donc, des fois, on se jase, on a des semi-alliances. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est souvent, je vais travailler avec des recruteurs qui ont une expérience différente de la mienne. Donc, moi, je ne comble pas de postes en TI, je ne comblais pas de postes en génie non plus. Donc, c'est vraiment les 2 principales zones d'expertise que moi, j'y touchais même pas avec une pôle de 20 pieds. Donc, à ce moment-là, je référais mes clients à des partenaires d'affaires qui, eux, me remettaient une commission. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est donc la co-entreprise, les joint ventures, en fait, où 2 entreprises se mettent ensemble pour créer une nouvelle entreprise en tant que telle. Et on a la relation acheteur-fournisseur, donc qui vous assure que vous êtes capable d'offrir vos services. Dans mon cas, le plus gros partenaire avec qui je travaille, c'est Kartra, qui est la plateforme web sur laquelle, à partir de laquelle, par exemple, j'envoie mes infolettes que vous recevez toutes les semaines. Si j'ai pas Kartra pour envoyer des courriels puis faire la promotion de tout ce que j'ai à vous partager, j'ai pas de business. C'est aussi simple que ça. Après ça, donc, il y a 3 grandes raisons pour établir des partenariats. Donc, il y a l'optimisation et l'économie d'échelle. Donc, si, par exemple, si vous avez une entreprise qui a le même fournisseur que vous, bien, vous pouvez vous mettre à 2 pour acheter. Donc, ça va vous permettre de faire sauver de l'argent. Après ça, il y a la réduction du risque et l'incertitude. Donc, les partenariats, ça peut vous aider à réduire votre risque. Quand l'environnement est très, très compétitif, d'avoir des partenaires, ça peut vous aider de certaines façons à mieux gérer l'incertitude au niveau de l'économie. Parce qu'on peut, donc, il y a plusieurs façons, en fait, qu'on peut générer de l'entraide en affaires. Et souvent, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont tout ce qu'elles ont besoin pour faire rouler leur modèle d'affaires. Comme par exemple, quand je parle de lancement d'une entreprise, quand je parle de formation, quand je parle de tout ce qui est comptabilité, finance, moi, je sais que je ne suis pas dans ma zone de force. Donc, vous allez, donc j'ai toujours un partenaire avec moi qui peut, en fait, qui va s'occuper de toutes mes questions financières. Donc, à chaque fois que j'ai un élève ou que j'ai un client en coaching qui a une question que moi, je ne peux pas répondre, je réfère. C'est à ça que ça sert des partenaires d'affaires. Après ça, vos ressources clés. C'est de quoi vous avez besoin pour pouvoir offrir votre proposition de valeur. C'est quoi des ressources clés? En fait, c'est qu'est-ce qui est essentiel, de quoi vous avez besoin, c'est quoi les outils. Donc, les ressources peuvent être physiques, intellectuelles, humaines ou financières. Donc, c'est ça qui est requis pour que votre modèle d'affaires il fonctionne. Donc, vous pouvez les louer, ça peut être votre propre propriété intellectuelle, ça peut appartenir aussi à un de vos partenaires d'affaires importants. Donc, quand on parle de ressources qui sont physiques, vous allez pouvoir, on parle d'installations manufacturières, des immobilisations, des systèmes POS, donc pour Point of Sales. Les réseaux de distribution que vous avez, ce sont des ressources physiques. Quand on parle de ressources intellectuelles, on parle de marques, de brevets,
de copyrights, de partenariats, de banques de données. J'ai une banque de données de plus que 5000 courriels. Donc, pour moi, c'est une ressource qui me permet de livrer ma proposition de valeur et d'en faire la promotion. Donc, c'est de plus important dans le modèle d'affaires, les ressources intellectuelles. Au niveau des ressources humaines, surtout si vous êtes dans le service, le manufacturier aussi, c'est bon pour vous. Chaque entreprise, dans le fond, vous devez vous fier sur le génie des gens qui travaillent avec vous, c'est super important. Au niveau financier, donc, certains modèles d'affaires vont vous demander d'obtenir du crédit. Donc, quelles sont vos ressources financières? Au niveau du financement d'une entreprise, il y a plusieurs options possibles. C'est jamais facile. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'options que ça se fait tout seul puis que ça se fait sans aucune complication. Donc, c'est des choses que vous pouvez voir, que vous pouvez m'écrire. Je vais vous aiguiller. Et si j'ai pas la réponse à vos questions, encore une fois, ça va me faire plaisir de vous référer. Les activités clés. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour la réaliser, votre proposition de valeur? Donc, par exemple, c'est qu'est-ce qui est le plus important que vous devez faire ou que vous devez accomplir pour que votre modèle d'affaires fonctionne. Donc, au niveau de la production. Donc, si vos activités ont trait à la production, c'est au design, à la livraison d'un produit, c'est ça qui va dominer votre modèle d'affaires. Par exemple, dans l'étude de cas qu'on va regarder ensemble, une des études de cas, c'est une de mes élèves qui offre des produits de beauté pour hommes. Donc, elle n'est pas chimiste de formation, elle ne peut pas faire la fabrication, mais son partenaire clé, ça va être son fabricant. Son activité clé, ça demeure quand même la fabrication de ces produits pour hommes. Par contre, elle, le plus gros de sa job, ça va être d'en faire la promotion puis de se promener et de s'assurer que ces produits arrivent partout au Québec. Deuxième chose, au niveau des activités clés, la résolution de problèmes. Donc, ça va vous permettre de fournir à vos clients des solutions qui sont novatrices aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, on parle ici d'entreprises, beaucoup plus de services, des consultants qui sont plus spécifiquement dans ce secteur d'activité-là, donc la résolution de problèmes. Puis, on a les modèles d'affaires qui désignent des plateformes. Donc, eBay, c'est une plateforme. Amazon, c'est une plateforme. Donc, ça, c'est relié à la gestion de la plateforme ainsi qu'à sa promotion. Les partenaires, on continue. Donc, la proposition de valeur. Ça, c'est le cœur de votre modèle d'affaires. C'est pour ça que si vous regardez, c'est vraiment au milieu. Donc, à quel besoin ou problème allez-vous répondre? Comment allez-vous créer de la valeur pour votre clientèle? Qu'est-ce que vous apportez vraiment à vos clients? C'est quoi les caractéristiques de vos produits et services? Puis c'est quoi les bénéfices de votre offre? Donc, c'est la raison pour laquelle un client vous choisit la proposition de valeur. Donc, c'est pour un segment de clientèle qui est très, très précis. Donc, si vous avez plusieurs segments de clientèle, vous allez devoir probablement créer plusieurs propositions de valeur. Donc, c'est une agrégation, en fait, de vos forfaits et des bénéfices qu'une entreprise que vous allez offrir à votre clientèle. Donc, c'est quoi la valeur qu'on apporte aux clients? Quel problème on résout pour ces clients-là? Quel est le besoin qu'on satisfait chez le client? Et quel ensemble de produits ou services on offre à chacun de nos segments de clientèle? Donc, votre proposition de valeur, elle peut être basée sur plusieurs choses. Donc, souvent, c'est relié à la technologie. Au niveau de la nouveauté, si votre proposition de valeur est basée sur la nouveauté, donc souvent, ça va être relié à la technologie, ça répond à un besoin de votre client idéal, donc de votre segment de clientèle sur le marché. Ça peut améliorer la performance d'un produit ou d'un service. Donc, ça vous permet d'augmenter votre valeur sur le marché. Ça peut personnaliser un produit ou un service. Donc, ça va permettre à votre client d'être impliqué aussi dans la création du produit. On peut aussi faire la job pour lui. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment, je m'en occupe de tout, de A à Z, que ce soit
en consultation ou en fabrication d'un produit. Au niveau de la conception, souvent, c'est une partie qui est importante de la proposition de valeur. Donc, par exemple, si je reviens à mon élève qui offre des produits de beauté pour hommes, son fabricant, à elle, le fabricant de son produit, en fait, lui, sa valeur, elle vient dans la conception du produit. Donc, c'est là que lui va se démarquer pour attirer sa clientèle. Après ça, est-ce que votre proposition de valeur, elle est basée sur votre image de marque ou votre statut? Tu sais, fut une époque où tout le monde voulait du Michael Kors. Tu sais, si je vous parle d'une montre Rolex, vous allez payer le 25 000 qu'elle coûte la montre avec beaucoup de bonheur parce que c'est une Rolex. Ou encore, si on pense aux bijoux de chez Tiffany. Donc, pour beaucoup de personnes, le statut ou l'image de marque, c'est une façon de créer de la valeur. Et une autre façon aussi de générer votre proposition de valeur, c'est à propos du prix. C'est pas quelque chose que j'encourage. J'aime pas voir mes élèves ou mes clients baser leur proposition de valeur sur c'est moi le moins cher sur le marché. Parce que premièrement, il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir le faire moins cher que toi. Ça ne veut pas dire que ça va être bien fait. Et tu veux-tu vraiment te vendre parce que tu es le moins cher ou parce que tu es le meilleur dans ce que tu fais? Fait que moi, c'est quelque chose, j'ai des élèves, tu sais, c'est juste prix, oui. Que ce soit abordable pour différents budgets selon le segment de clientèle, je suis parfaitement d'accord. Par contre, si vous démarrez votre entreprise et que vous voulez vous différencier sur « Hey, on est les moins chers », je ne vous encourage pas à faire ça. J'aime bien mieux voir des « Hey, on est les meilleurs ». Et voici pourquoi tu vas payer un petit peu plus cher que les autres, mais voici tout ce que tu vas avoir que les autres ne te donnent pas. Donc, on peut voir aussi au niveau de la réduction de coûts, de la réduction du risque, de l'accessibilité ou de la commodité d'un produit ou d'un service. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste arrêter le partage d'écran 2 petites secondes pour revenir voir ici dans le clavardage si j'ai des questions. Donc, est-ce que tout le monde m'entend toujours? Est-ce que vous avez des questions? Là, présentement, je suis en train de regarder le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou si je poursuis simplement? C'est excellent à date, super. Donc, on va retourner en partage d'écran. Donc, les segments de clientèle, souvent, on va voir, on appelle ça le fameux client idéal. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On ne peut pas vendre à tout le monde. Donc, pour qui voulez-vous créer de la valeur? Donc, ça, c'est la première des choses. Qui sont vos clients cibles au segment de clientèle? C'est qui est le plus important? Qui est prêt à payer pour ce que vous avez à offrir? Tu sais, dans le fond, un entrepreneur, c'est une personne qui règle des problèmes. Donc, quel problème vous réglez, puis qui parmi la population est prête à payer pour que vous régliez son problème, puis combien qui sont prêts à payer. Donc, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leur profil. Donc, vous devez faire des choix d'affaires puis décider sur quel segment vous allez vous consacrer. Donc, et vos clients potentiels, vous allez avoir besoin de créer un différent segment de clientèle si
Donc, par exemple, si les besoins de votre clientèle requièrent une solution qui est distincte, s'ils sont atteints avec différents canaux de distribution. Donc, par exemple, c'est pas les mêmes gens qui achètent en ligne que les gens qui se déplacent en magasin. C'est deux segments de clientèle différents, donc vous allez avoir besoin de leur créer une offre qui diffère un peu. Ils ont besoin d'entretenir différents types de relations. Il y a des gens qui veulent avoir, si on parle par exemple de compte majeur, là où on voit que, comment je pourrais vous expliquer ça? Par exemple, si on parle d'une grande entreprise, ben, il y a une personne qui est dédiée à ce compte-là. Si on prend par exemple une banque, donc la Banque nationale, si on prend une grande entreprise comme SNC-Lavalin, si SNC a un compte avec la Banque nationale, c'est clair qu'il y a une personne qui est dédiée juste pour eux. Ensuite de ça, bien, la Banque nationale n'a pas juste des grandes entreprises, elle a des particuliers comme vous et moi. Donc, on a notre conseiller, notre succursale, mais la façon, l'offre, les segments de clientèle, c'est différent d'une grande entreprise au particulier que de la PME, que des startups, que du capital de risque. Donc, il y a plusieurs segments de clientèle. Puis ça, c'est vraiment la base au niveau du marketing. Donc, il peut y avoir des marchés de masse, comme si on parle de Coca-Cola, de La Sonde, etc. Donc, les propositions de valeur, les canaux de distribution, les relations clients vont être concentrés sur beaucoup de gens avec des besoins et des problèmes qui sont similaires. Donc, il y a les marchés niches. Donc, ça, c'est très spécialisé. Donc, par exemple, un des modèles d'affaires que je vais vous montrer quand on va regarder les études de cas, c'est donc les produits de beauté pour hommes. Ben, c'est des produits de beauté pour les hommes qui ont de la barbe. Donc, c'est quand même assez niché comme marché. La barbe a beau être à la mode, c'est pas la majorité de la population qui ont de la barbe. Marché segmenté. Donc, on peut définir différents segments de clientèle, comme par exemple ce que je viens de vous expliquer, les banques, des particuliers, des entreprises, puis il y a des banques comme par exemple BNP Paribas qui ne font que de l'institutionnel. Et au niveau de la diversification aussi, si on parle d'Amazon, oui, on achète des livres sur Amazon, mais Amazon, c'est aussi un service de cloud. Donc, c'est un service d'info nuagique. Et c'est pas du tout la même clientèle qui achète les livres que celle qui achète au niveau de l'info nuagique. Donc, la proposition de valeur, c'est la raison pour laquelle un client choisit une entreprise plutôt qu'une autre. Ça résout un problème et c'est une agrégation. Oups, on est rendu. Je suis rendu trop loin. Donc, votre segment de clientèle, il y a une proposition de valeur qui va avec ça. Si vous avez plusieurs segments de clientèle différents, vous allez avoir une proposition de valeur qui est différente. Et donc, moi, je dis tout le temps à mes élèves en démarrage, quand tu commences, ça ne sert à rien d'essayer de servir tout le monde. Tu vas juste t'essouffler puis tu réussiras pas. Donc, on va commencer par un ou deux segments de clientèle. Puis, on va pouvoir ensuite développer ça plus. Mais ça ne sert à rien d'essayer de servir tout le monde. Tu n'y arriveras pas. Donc, après ça, les fameuses relations avec la clientèle. Donc, comment on entretient ces relations-là? Donc, quelle est la nature de votre relation avec vos clients et quel type de relation vos clients souhaitent-ils? Comment les gens entrent en communication avec vous? Si on parle, par exemple, d'une banque, si on parle d'une banque qui sert une grande entreprise, elle va avoir quelqu'un de dédié à elle. Et si moi, par exemple, ma compagnie de cellulaire, c'est Rogers, quand moi j'appelle Rogers, je parle à n'importe quel représentant Rogers. Je n'ai pas une personne qui est dédiée pour moi. Donc, et aussi, comme entrepreneur, c'est important de regarder combien ça vous coûte de maintenir ces relations-là. Donc, on parle d'assistance personnelle dédiée, de libre service. Ça, de plus en plus, on va vous encourager à cause de la pénurie de main-d'œuvre et de l'extrême difficulté qu'on a
à recruter au niveau du service à la clientèle. De plus en plus, on va vous demander d'aller voir, on va automatiser le service. Donc, on va vous offrir d'aller chercher des réponses à vos questions par vous-même. Comme par exemple, quand vous appelez aux normes du travail, quand vous appelez à Revenu Québec, on vous propose des solutions automatisées pour ça. Et aussi, c'est important pour vous de vous demander quel type de relation vos clients souhaitent-ils obtenir avec vous? Est-ce qu'ils veulent vous parler à vous personnellement tout le temps ou ils sont à l'aise à ce que ce soit une adjointe virtuelle qui retourne leur courriel? Il y a aussi tous les services automatisés. Donc, de plus en plus, si on parle au niveau du service à la clientèle en ligne, les entreprises peuvent créer une espèce de Wikipédia de service à la clientèle pour leur entreprise. Donc, tu as ta question, voici les différents articles qui peuvent t'aider puis te répondre. Donc, ça, c'est des services automatisés. Après ça, on a tout l'aspect de communauté et c'est là que nos merveilleux médias sociaux entrent en jeu. Donc, si on parle de Facebook, la plupart des grandes entreprises, comme par exemple Kartra, la plateforme que j'utilise pour faire mon marketing en ligne, ils ont un groupe sur Facebook. Donc, les gens peuvent aller sur Facebook, poser des questions et obtenir des réponses de d'autres gens qui utilisent le même produit qu'eux. Donc, c'est ça la communauté, c'est une façon de maintenir une relation client. Puis, on a aussi, par exemple, la co-création. Donc, ça, on implique le client dans son expérience, en fait, en l'impliquant dans la création du produit lui-même. Donc, il y a une des choses, par exemple, comme quand le magasin vous demande de rédiger un avis. J'ai même vu récemment une application qui me demandait de dire « Hey, as-tu été satisfait de notre service? » Fait que j'ai mis 5 étoiles. OK, c'est beau, tu mets 5 étoiles. Est-ce que tu peux mettre le 5 étoiles sur notre page Facebook, s'il te plaît? Donc, c'est une application qui automatisait le tout. J'ai trouvé ça un petit peu weird, mais c'était correct. Et aussi, une autre façon, c'est par exemple de maintenir la relation client. Si on parle de gros logiciels comme SAP, Oracle, lorsqu'il y a des migrations vers ce type de logiciel-là, souvent, les gens vont être impliqués. Le client va être impliqué dans la création du produit en tant que tel. Oups. Et voilà. Maintenant, on va parler des canaux. Ça a l'air bien compliqué, mais c'est comment on vous rejoint. C'est par quel moyen est-ce que vos clients peuvent travailler avec vous? Comment vous allez les rejoindre? Donc, c'est comment vous, comme entreprise, vous offrez vos services. Donc, à travers quel canal de communication votre client potentiel, il veut qu'on le rejoigne? Lequel qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Puis comment vos canaux de communication sont-ils intégrés dans la routine de vos clients? Si on y va avec les différentes phases de l'acquisition d'un client, donc la première chose, c'est la prise de conscience. Donc, comment vos futurs clients vont-ils entendre parler de vous? Après ça, on a l'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer votre proposition de valeur, à savoir est-ce que ça va régler mon problème vraiment ou pas? La troisième phase, c'est au niveau de l'achat. Donc, comment vos clients peuvent-ils acheter vos produits ou vos services? Puis tout ça, ça va prendre du sens quand on va regarder les études de cas, soyez pas inquiets. Comment allez-vous livrer votre proposition de valeur? De mon côté, puis si on prend mon cours en ligne, les 9 étapes vers l'emploi de vos rêves, bien, c'est facile, tout se fait sur le web. Donc, tu achètes sur une page web, puis tu as un mot de passe avec un username qui t'est envoyé par courriel. Au niveau de l'après-vente, comment offrez-vous un support? Si vous allez sur mon site web, vous allez voir dans le bas à droite un petit icône Need Help. Donc, ça, c'est mon support client. Et c'est la meilleure façon quand on veut me rejoindre par courriel. Donc, ça complète au niveau des canaux. Au niveau de la structure de coût, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que je vois souvent. C'est quelque chose que les gens négligent beaucoup. Ce que ça veut dire, si
combien ça va vous coûter pour offrir votre service? Parce que c'est pas parce que tu offres un service que ça te coûte rien. Au niveau de votre produit aussi, c'est quoi vos coûts? Combien ça vous coûte pour faire une unité? Puis combien d'unités il faut que tu vendes pour commencer à faire de l'argent? Donc, c'est quoi le coût pour faire vos activités puis pour faire vos ressources clés? Il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables. Et quand on fait nos prévisions financières, c'est quelque chose qui est très, très, très important à savoir parce que si vous ne savez pas combien ça vous coûte, vous ne saurez jamais combien de profit vous faites. Et au niveau de vos revenus, donc il y a des revenus récurrents, puis il y a des revenus transactionnels. Donc, transactionnel, c'est un paiement unique. Revenu récurrent, ben, c'est plusieurs paiements. Donc, selon la façon qu'on le fait. Les coûts sont soustraits des revenus. C'est ça qui nous donne nos profits. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Les revenus, ce n'est pas les profits. Les profits, c'est les revenus moins les dépenses. Donc, on peut y aller avec une vente d'actifs. Donc, on vend un bien, on vend un service. On peut y aller avec un frais d'utilisation. Par exemple, un hôtel facture le nombre de nuits. Fait que vous voulez rester au Hilton pour 4 nuits, ben le Hilton vous facture 4 nuits. Purolator pour les envois postaux, ben il vous facture à l'envoi. Au niveau des abonnements, aujourd'hui, de plus en plus, on appelle ça du SaaS, donc du Software as a Service. Donc, la plupart des logiciels maintenant fonctionnent avec un abonnement mensuel. On parle d'un abonnement au gym aussi. Donc, c'est un revenu qui est récurrent et c'est un frais d'abonnement pour le privilège d'utiliser des installations. Après ça, on a des revenus de location. Donc, par exemple, location d'outils Uwit. Vous avez besoin d'un marteau-piqueur, vous allez chez Uwit, ils vont vous le louer, vous le ramenez le lendemain, puis la vie est belle. Au niveau des revenus de licence, c'est là qu'on parle de propriété intellectuelle. On va parler de Disney, Marvel, DC Comics, etc. Ça, c'est un exemple de revenus de licence. Et aussi, on a tout ce qui est des frais de courtage. Si, par exemple, comme moi, la plateforme, la passerelle de paiement que j'utilise pour toutes mes transactions sur le web, c'est Stripe. Donc, Stripe me demande un frais, je pense que c'est entre 2,5 et 3 de mémoire pour chacune de mes transactions. Donc, à cause de ça, donc ça, c'est un frais de courtage. Fait que c'est la même chose, une carte de crédit, etc. Ou, par exemple, si vous allez échanger de l'argent, si vous allez acheter de l'argent US, vous n'aurez pas exactement le taux de change, la banque va se prendre une commission là-dessus, c'est certain. Maintenant, on va aller voir les études de cas. Je vais juste sortir d'ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a? Je vous laisse un petit... Oups, speak request. Je vous laisse un petit 2 minutes pour m'écrire vos questions dans le clavardage ou vous pouvez m'écrire aussi « J'ai pas de questions ». Ça va, c'est clair pour tout le monde, 100% clair. Tout le monde est prêt à bâtir un modèle d'affaires sans aucun problème après ça. Oui, oui, Bruno, il va y avoir un enregistrement qui va être possible. Magat, je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on aura le support?
OK. Donc, on va aller voir le premier modèle d'affaires que j'aimerais vous présenter au niveau des études de cas. Donc, c'est une de mes élèves qui a des produits pour la barbe pour hommes. Donc, elle est en lancement présentement. Si on commence avec le segment de clientèle, c'est pas bien compliqué. Tous les hommes qui ont une barbe ou qui sont en train de la laisser pousser. Donc, ça, c'est un exercice qu'on fait toujours au début du cours. Donc, on a 2 personas. En fait, donc, on a Martin, qui a 42 ans, qui est professionnel, qui porte la barbe depuis 2 ans, il est en couple, puis il veut un produit pour garder sa barbe bien propre à cause de son travail. Et le deuxième persona, on a Jonathan, qui porte la barbe depuis 5 ans, qui est célibataire, qui veut garder sa barbe hydratée puis qu'elle sente bon. On a même mis un troisième, donc on a Jean-François qui a 30 ans, jeune professionnel, qui commence tout juste à se faire pousser de la barbe, il est en couple, puis il a besoin d'un produit pour l'aider parce que sa barbe, elle le démange. Donc, c'est 3 types de clientèle différents. Je me souviens que la façon qu'on l'avait travaillé, en fait, c'est qu'on avait ramené ça. On avait ramené ça à 1 ou 2 profils de clientèle parce que 3, ça fait beaucoup. Si on va dans la proposition de valeur, ce qu'ils veulent offrir, c'est une barbe douce, propre, à l'allure comme au toucher. Donc, on veut prévenir la barbe qui est rêche, sèche, qui donne des frisottis. Est-ce que je suis même pas, hey, je m'excuse, je suis même pas en partage d'écran. Donnez-moi 2 secondes. Bruno, envoie-moi un courriel ou un message texte. Je pense que tu as mon numéro. Donc, je vais te donner ces informations, ça va me faire plaisir. Donc, Magat, oui, vous allez tout recevoir ça par courriel. Donc, ici, on veut prévenir les frisottis, on veut que ça sente bon, on veut que ce soit brillant, agréable au toucher, on veut pas que ça démange. Et un aspect qui était très important pour cet élève-là, c'est tout ce qui était le respect de l'environnement. Donc, au niveau de ses caractéristiques, donc hydratant, sculptant, texture douce, pas grasse au toucher, donc qui tient, l'emballage à 100% recyclable. Eux, ce qu'ils ont réussi à trouver, en fait, c'est un emballage qui était complètement biodégradable. Et on a aussi les caractéristiques qui les différenciaient. Donc, tout l'aspect biologique, local, recyclable, etc. Avec un club VIP qui va permettre aux gens de commander leurs produits sur une base régulière avec une escompte. Et donc, la livraison qui est offerte selon les besoins du client. Ça, c'est pour leur proposition de valeur. Donc, au niveau de la relation avec la clientèle, même si on est loin, même si c'est de la livraison, donc ce qu'on veut, c'est fidéliser la clientèle avec un club VIP, des programmes privilèges, une infolette, du contenu lifestyle, des médias sociaux avec des partenaires, des concours, des abonnements, etc. Au niveau des canaux, donc, ce qu'on voulait pour aller chercher la clientèle, c'est des points de vente. Donc ça va être beaucoup de son temps que cet élève-là va passer à la recherche de points de vente et à l'entretien de ses relations clients avec les différents points de vente qui offrent ses produits. Donc, on a infolettre, les gens communiquent avec elle à travers le site web, les médias sociaux, il y a de la publicité qui est ciblée. On peut faire un marketing avec des influenceurs aussi. Ça, j'ai toujours des réserves par rapport au marketing d'influenceurs. Il faut que ce soit bien fait. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien, mais il faut définir c'est quoi un influenceur. Après ça, si on va dans nos sources de revenus, donc au niveau transactionnel, on a la vente d'actifs, donc les gens achètent les produits. Et on a au niveau récurrent des abonnements, donc les gens peuvent se faire livrer de façon mensuelle le produit. Après ça, au niveau des activités clés, on a la fabrication des différents produits, donc des bombes à barbe, le design du produit, de l'emballage, la livraison dans les points de vente. Ça, c'est nos activités clés. Et ça ici,
Ça, c'est une discussion que j'ai eue parce que quand on parle de produits de beauté, de soins pour la peau, c'est de la chimie. Et il y a des entreprises qui se sont faites ramasser par l'ordre des chimistes. Je donnerai pas de nom, je veux pas me faire poursuivre en diffamation, mais il vous suffit de faire quelques recherches sur Google pour trouver ça. Et j'ai fortement suggéré à cet élève-là de trouver une entreprise qui va faire sa production pour elle. Donc, de trouver une entreprise, un laboratoire qui va être capable de fabriquer ses produits pour elle. Il y en a tout plein. Mais comme ils sont en démarrage, le défi, ça a été de trouver des entreprises qui pouvaient faire le tout sans faire des quantités minimales de 5 000 puis que ça lui demande de prendre une hypothèque de 75 000 sur sa maison juste pour son démarrage. Tu sais, ça fait du baume à barbe pour bien, bien longtemps si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, on a les fournisseurs de matières premières, on a les fournisseurs au niveau des emballages. On est allé beaucoup plus loin qu'Amazon pour faire nos recherches là-dedans. Donc, le réseau de distribution, c'est pas très, très compliqué. Donc, on a les barbiers, salons de coiffure, salons de beauté. Donc, les boutiques locales, fournisseurs Internet, etc. Au niveau du transport, ça demande une certaine logistique. Post Canada, oui, mais il y a mieux que Post Canada au niveau de la livraison des colis. Ensuite de ça, au niveau des ressources, donc les ressources physiques, donc les installations manufacturières, on n'en aura pas besoin parce que dans le fond, ça va être fabriqué par un partenaire. On a besoin des points de vente. On a les présentoirs, les POS, donc les Point of Sales pour faire les ventes. La livraison. Une réflexion qu'on a dû faire, c'est est-ce qu'on va faire breveter notre recette? Est-ce qu'on a un design, une image de marque? C'est quoi notre expertise qu'on veut développer parce qu'on veut vraiment être une référence dans notre domaine? Donc, puis aussi la banque de données des clients qui va être à bâtir un client à la fois, ça a l'air facile, mais ça ne l'est vraiment pas. Donc, ça, c'est une entreprise à deux. Donc, c'est une de mes élèves avec son conjoint. Ils ont séparé les tâches. Donc, pour le kick-off, ça va nous coûter combien? Ça nous prend un site web, ça nous prend une première base de produits. Donc, c'est tous des calculs qui ont dû être faits. Donc, au niveau des coûts, on a les coûts fixes. Donc, c'est l'Internet, le site web, développement d'image à marque, les coûts de fabrication. Et au niveau des coûts variables, c'est selon la matière première, donc selon la quantité qui va être produite, matière première, emballage, transport, mise à jour du site web, contenu, entreposage, si ça ne fit pas dans le garage, s'il y en a tellement que ça ne fit pas là. Donc, ça ici, ça fait pas mal le tour de la première étude de cas. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très détaillé. OK? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est une réflexion qu'on a poussée même encore plus parce que ça, c'est un travail que je demande de faire à la première semaine quand je travaille avec mes élèves en lancement d'une entreprise. Donc, ça, c'est la première des choses. Et on va aller voir la deuxième étude de cas. Je vais juste... Parfait, tout le monde le voit. Je vais juste turn off screen share. Turn on ici. Affichage plein écran. Magnifique. OK. Donc, ici, mon Dieu, j'ai essayé d'enlever son nom, ça n'a pas marché. Segment de clientèle. Ici, on parle d'un projet pour une adjointe virtuelle. Donc, on a un marché de niche. Donc, on parle de tâches administratives que les PME, les particuliers en affaires veulent déléguer. On a gardé ça pas mal plus simple. Donc, la relation avec la clientèle, elle est privilégiée. Donc, c'est de l'assistance personnelle qui est dédiée. Donc, au niveau du maintien, on parle de courriel, de cellulaire, de réseaux sociaux. Donc, le tout est intégré dans les différents canaux de communication qui vont avoir été choisis et ça va être intégré en suivant les canaux de distribution. Donc, on parle de courriel, téléphone, texto, courriel, réseaux sociaux, site web, courriel, téléphone, donc au niveau de la prise de conscience, de l'évaluation et de l'achat, donc de la conversion du service.
Ici, on a adapté une approche qui est un petit peu différente au niveau de la proposition de valeur. Donc, offrir à mes clients connaissances, compétences acquises pour plusieurs années d'expérience. C'est quoi le problème qu'on règle? Bien, quand on est entrepreneur, de la paperasse puis du niaisage administratif, on n'aime pas ça. La job d'un entrepreneur, c'est de faire passer le message, d'être sur la route, d'aller rencontrer des clients. La job d'un entrepreneur, c'est pas d'être assis à faire de la paperasse. Donc, c'est ça qu'une adjointe virtuelle vient régler comme problème. Donc, satisfaire le manque de temps des clients et la réduction des coûts et du risque. Après ça, on a le soutien aux questions spécifiques des individus. Donc, ça, c'est le service qu'on va offrir pour les aider à faire efficacement les choses et à atteindre leurs objectifs. Au niveau des sources de revenus, donc au niveau transactionnel, comment est-ce qu'on va faire nos paiements? Donc, c'est à la transaction, tu achètes une banque d'heures et tu as aussi un abonnement mensuel, donc de payer tant d'heures par mois jusqu'à ce que le client annule. Au niveau des activités clés, donc, on a le support, les résolutions de problèmes pour les clients, consultations, brainstorm, les travaux qui sont faits à temps, et une plateforme web ou un réseau web. Au niveau des ressources clés, on n'a pas de ressources physiques. Ressources intellectuelles, bon, on a un blog, on a les livres électroniques. Ressources humaines, donc on va pouvoir embaucher des gens selon le volume de travail. Et au niveau des ressources financières, ben, c'est elle qui a le contrôle de 100% de son entreprise. Après ça, on a la structure de coût qui est axée sur la création de valeur. Donc, au niveau des frais qui sont importants, Internet, cellulaire, logiciel, ordinateur, frais bancaires, ça se résume pas mal à ça. Au niveau des partenaires clés, on peut aller faire un marketing d'affiliés, on peut faire des alliances stratégiques avec différentes personnes qui offrent des services différents de nous, mais qui visent une même clientèle. Donc, fournisseurs clés, on parle de Vidéotron pour l'Internet, le téléphone, donc le site web, cellulaire, la suite Office et la promotion réciproque de services avec différents partenaires. Donc, ça ici, on parle vraiment d'une structure qui est différente. OK. Donc, Bruno, j'ai répondu à ta question. Josiane, la clientèle est la même, par contre, le besoin est différent. Oui. Donc, c'est un segment de clientèle qui est différent à ce moment-là parce que le besoin n'est pas le même. Le plan, la différence entre le plan et le modèle d'affaires, André, c'est que le modèle d'affaires, on le rentre sur une page. Un plan d'affaires, c'est un document qui va facilement faire 25 à 30 pages où on va aller beaucoup plus en détail. Les salaires devraient se trouver dans la structure de coûts. Oui, effectivement, Josiane, c'est une bonne réponse. Donc, les salaires, c'est dans la structure de coûts. Cependant, quand on est en démarrage, la plupart du temps, les gens commencent tout seuls. C'est rare que les gens se disent, bon, ben, je commence, fait que je vais embaucher 25 personnes. Donc, ça fait pas partie. En tout cas, moi, c'est pas le type de projet que mes élèves m'amènent. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu de salaire. Mais oui, ce serait dans la structure de coûts. Maintenant, on va retourner dans ma magnifique présentation. Et voilà. On va afficher ça en plein écran. Donc, la raison pourquoi je voulais vous faire un webinaire aujourd'hui, en plus de vouloir vous partager du contenu puis vous aider dans votre démarrage, c'est pour lancer une plateforme de formation. Je vois beaucoup de programmes où vous devez sortir un montant dans les 4 chiffres pour une année de formation que la plupart des gens abandonnent, ne terminent pas. Moi, ça me tente pas, c'est pas ça que je veux faire. Je pourrais facilement entrer en compétition avec ces gens-là, mais je veux même pas jouer sur ce même terrain-là. J'ai décidé de bâtir une plateforme de formation qui va être faite de plans d'action et de certification. Ça s'appelle la voûte, comme dans le sens de coffre-fort. Et donc, vous allez, à chaque semaine, à chaque mois, je vais vous ajouter du nouveau contenu. Et comme offre de lancement, je vous offre de l'essayer pour 14 jours, donc pour 2 semaines, pour $1 gros. Et après ça, bien, vous allez pouvoir choisir votre forfait sans engagement de votre part. Donc, si vous décidez d'annuler, ben, vous allez simplement terminer votre mois puis vous ne serez pas facturé après.
Donc, la promotion que j'ai décidé de faire aujourd'hui, donc c'est 47 $ par mois. Ça, c'est mon prix régulier. Donc, c'est facturé à chaque mois sur votre carte de crédit. Et 97 $ pour 3 mois. Donc, ça, c'est-à-dire, vous allez être facturé 3 mois plus tard. Vous avez accès, donc ça vous revient à 30 quelques dollars par mois. Donc, c'est plus que 10 $ de rabais. Et pour l'année, ça vous revient à 367. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans la voûte? C'est un coaching de groupe à chaque mois. Un coach d'affaires, ça coûte 120 $ de l'heure. Moi, ça me coûte pas loin de 300 $ par mois en coaching. Et donc, je veux essayer de le rendre le tout un petit peu plus accessible. Donc, avec ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est me poser toutes vos questions par rapport au lancement de votre entreprise. Et les plans d'action, vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous faire un petit partage d'écran juste pour vous donner envie de vous joindre à nous. On vous montre comment pour vrai de vrai. Je vais aller vous en montrer un dans quelques instants. Et ma mission, c'est que ce soit accessible à tous les budgets. Donc, au niveau de l'offre de lancement par mois, ça, c'est le prix régulier. Fait que si vous vous abonnez sur une base mensuelle tout de suite, vous économiserez. Tout le monde va avoir droit à un 14 jours d'essai à 1 $. Au niveau trimestriel, donc pour 3 mois. Et aussi, contrairement à ma compétition, je ne vous donnerai pas accès seulement aux 3 derniers coachings de groupe. Tous les coachings de groupe vont être archivés et vous allez avoir accès. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi j'enlèverais des coachings de groupe. Peut-être qu'au bout d'un an, ben, je vais décider d'archiver seulement la dernière année, mais je ne suis pas rendue là, puis ce n'est pas dans mon intention que de limiter le contenu que je vous donne. Au contraire, mon intention, c'est de vous en donner toujours plus. Puis de toute façon, il n'y a jamais les mêmes questions qui vont revenir, puis ça peut toujours être enrichissant pour tous les participants. Et sur une base annuelle, donc je l'ai mis comme un spécial comme pour l'offre de lancement à 367 pour 12 mois. Donc, c'est sûr que si vous vous engagez pour 12 mois, ben c'est 12 mois. Les coachings de groupe, donc les webinaires, vont être le dernier jeudi de tous les mois à 11 h. Donc, le premier va être le 28 mars et après ça, ça va aller en avril. On est en mars. Donc, le dernier d'avril, ça va être le 25 avril. Et ensuite, ça s'en va pour le mois de mai. Avant d'aller répondre à vos questions, ce que j'aimerais faire, j'aimerais ça vous montrer. Je vais juste fermer le partage d'écran 2 secondes. Le pourcentage des impôts. Est-ce que vous êtes au Québec présentement? Là, je vais vous donner une réponse très, très, très générale. Très, très, très générale, généralement, oui, c'est beau. Bravo, Mylène, tu as beaucoup, beaucoup de vocabulaire. En fait, la plupart du temps, quand on est en démarrage, si ce que vous avez, c'est une entreprise de service, ben, premièrement, vous devez mettre de côté la TPS-TVQ. Et deuxièmement, on parle d'un bon 15 à 20 % pour vos impôts si vous êtes travailleur autonome, c'est-à-dire si vous travaillez sur votre propre nom. Puis ça dépend aussi, est-ce que vous êtes incorporé? Est-ce que vous avez simplement créé une entreprise individuelle et il n'y a pas une situation fiscale qui est la même pour tout le monde? Donc, c'est difficile pour moi de répondre à ça de façon très, très précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? OK. Ce que je vais faire, je vais retourner en partage d'écran, puis il me reste un petit peu de temps. Je vais aller vous montrer de quoi ça va avoir l'air, votre plateforme. Donc, bienvenue sur la voûte.
vous allez recevoir ce lien-là avec votre abonnement. Donc, ici, vous allez voir, la première chose que vous allez retrouver ici, c'est l'historique des différents coachings de groupe. Et après ça, si on va voir un des plans d'action, la séquence de courriel de bienvenue. Donc ça, c'est ce que, quand vous vous inscrivez, si par exemple une personne demande mon modèle de CV sur mon site web, qu'est-ce que je fais avec après? Donc, ce que vous allez voir, c'est, on a un nouvel abonné, c'est parfait. Comment on bâtit notre relation avec cette personne-là qui ne nous connaît pas? Tu sais, c'est un first date, on est allé prendre un café, mais comment est-ce qu'on amène cette personne-là à une deuxième date? Et une des choses qu'il faut éviter, c'est, est-ce que tu veux m'épouser aujourd'hui? On ne fait pas ça sur une deuxième rencontre. Donc, il faut bâtir la relation et une des meilleures façons de le faire, c'est avec une séquence de courriel de bienvenue. Il y a plusieurs façons qu'on peut le faire et vous avez vraiment tous les outils pour le faire. Puis, je vous mets vraiment tout ça de façon très, très, très simple et je vous donne tous mes modèles, comme par exemple, séquence de courriel de bienvenue. Et voilà, là, je ne sais même pas si ça va marcher, mais vous l'avez en format Word, fait que vous pouvez l'utiliser, le copier-coller, je vous le donne. Ensuite, je vous donne une seconde. Je vous donne, en fait, vous avez 2 séquences de courriel complètes que vous allez pouvoir utiliser. Si je m'en viens ici, du côté de la séquence de courriel de segmentation, bien ça, c'est ce que vous avez reçu pour vous inscrire. Si vous êtes déjà sur ma liste de noms, c'est ce que vous avez reçu en fait comme courriel. C'est ce que j'utilise pour vous convaincre de vous inscrire à mes courriels, à mon webinaire. Donc, pourquoi il faut segmenter notre liste? Pourquoi on veut la segmenter de 3 façons? Alors, vous avez un téléchargement à chaque sorte de segmentation. Donc, vous avez tout ça. Fait que ça, c'est des plans d'action. Ça fait partie de ce qui est inclus pour vous dans la voûte. Et aussi, on a les premiers pas avec WordPress. Donc, comment ça fonctionne, etc. avec des captures d'écran. Tout ce que vous devez savoir, c'est hyper clair. Vous avez comme... Mon neveu de 11 ans est capable de faire du WordPress après avoir travaillé avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est hyper clair et simple à suivre. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte sur Kartra. Tu vas recevoir ton nom d'usager qui va être ton courriel et ton mot de passe. Donc, si vous voulez les informations, c'est ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer pour vous inscrire. Il va y avoir un paiement de 1 $ plus taxe qui va être pris. Et suite à ça, bien, dans 14 jours, selon l'option que vous allez choisir, vous allez être facturé. Si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas pour m'appeler, m'écrire. Envoyez-moi un courriel, venez me voir sur LinkedIn, sur Facebook. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Éventuellement, il va y avoir un plan d'action au niveau des médias sociaux et ou une certification au niveau des médias sociaux. Par contre, Shopify, Camille, si tu m'écris un petit courriel en privé, donc je vais te référer à la bonne place pour pouvoir apprendre à faire un site web sur Shopify. Oui, exactement, il faut s'inscrire avant le 28 pour participer au webinaire.
Merci Camille. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une super belle après-midi et j'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain sur le premier webinaire de la voûte. Je vous souhaite une super belle fin de journée tout le monde et à bientôt.